L'Iliade. Scène 1. La querelle. Voici l'histoire de la colère d'un homme, de tous les maux qu'elle valut aux Grecs, et de tous les héros qu'elle envoya, morts, chez Hadès. Achille était cet homme, et sa colère s'enflamma lors de sa querelle avec le grand roi Agamemnon. Il advint que les Grecs firent prisonnière Chryséis, fille d'un prêtre d'Apollon, et elle fut donnée au roi Agamemnon. Son père offrit pour elle une riche rançon, mais Agamemnon le renvoya durement. Le vieillard s'en alla, mais quand il eut atteint le rivage, il invoqua Apollon et appela sa malédiction sur les Grecs. Apollon descendit de l'Olympe, arc sur l'épaule et carquois bien fermé. Il envoya dans le camp des Grecs des flèches de maladie, tant et si bien que des bûchers ne s'arrêtaient pas de brûler les cadavres, nuit et jour. Apollon est irrité, dit le devin des Grecs, parce que la fille de son prêtre n'est pas retournée dans son pays. Il ne cessera pas d'envoyer ses flèches funestes avant qu'elle ne soit de retour, et que n'aient été faites les offrandes convenables. Alors, Agamemnon se leva, plein de rage. Que la jeune fille soit donc rendue pour le salut de l'armée, dit-il. Mais je ne serai pas frustré de ma récompense. Trouvez-moi un dédommagement, ou bien j'enverrai des hommes à la baraque d'Ulysse ou d'Ajax ou d'Achille, et je prendrai pour moi l'une de leurs captives. Cupide Agamemnon, répliqua Achille. Je prendrai mes vaisseaux et rentrerai chez moi plutôt que de rester ici pour être insulté et entasser pour toi des richesses. Rentre chez toi avec tes vaisseaux et tes hommes, lui répondit Agamemnon. Je ne te supplierai pas de rester. Mais maintenant, pour te montrer qui est le plus fort, j'enverrai prendre dans ta baraque la jeune Briséis, qui est ta récompense. Ainsi, les autres sauront qu'il ne faut pas m'irriter de la sorte. Ces mots frappèrent au cœur de l'orgueilleux Achille. Il interpella Agamemnon en paroles brutales. Sac à vin, œil de chien et cœur de cerf. Écoute à présent ce serment solennel. Aussi sûrement que ce sceptre que je tiens ne repoussera jamais plus, ne produira plus ni feuilles ni rameaux, tout aussi sûrement le jour viendra où tous les Grecs regretteront Achille. Et quand tes hommes tomberont par centaines sous les coups d'Hector le Troyen, te frappera la poitrine, dans ton dépit, de ne pas avoir honoré le plus vaillant des Grecs. À ces mots, Achille jeta par terre son sceptre au clou d'or puis s'assit, tandis qu'Agamemnon lui jetait des regards furieux. Après quoi, l'assemblée fut congédiée et Achille, suivi de ses hommes, regagna sa baraque et ses vaisseaux. Agamemnon s'empressa de renvoyer Chryséis sur un bateau aux ordres d'Ulysse, mais il n'oubliait pas sa querelle avec Achille. Il dépêcha 2 héros à la baraque d'Achille pour lui ramener Briséis. Quand les hommes eurent emmené Briséis en pleurs, Achille, la mort dans l'âme, se retira au bord de la mer. Il appela sa mère, Thétis, la nymphe marine qui était assise auprès de son père, le dieu de la mer. Elle sortit des eaux, comme une vapeur, vint s'asseoir à côté d'Achille et le caressa de sa main. « Mon enfant, lui dit-elle, pourquoi pleures-tu? Parle-moi sans détour afin que je puisse partager ton chagrin. » Aussi, quoique la déesse connût toutes choses, Achille lui raconta ce qui lui était arrivé ce jour-là. « Va trouver Zeus, lui demanda-t-il quand il eut fini son histoire. Prends-lui les genoux
et persuade-le si tu peux d'aider les Troyens et de refouler vers leurs vaisseaux les Grecs décimés. Cela montrera à Agamemnon quelle fut sa folie d'insulter son meilleur guerrier. » Thétis s'éleva aussitôt vers le ciel. Là, elle trouva le Père des dieux assis à l'écart sur le plus haut sommet de l'Olympe. Elle s'accroupit à ses pieds et lui prit les genoux. « Zeus Père, lui dit-elle en suppliant, si jamais je t'ai rendu quelque service, exauce le vœu que je fais. Honore mon fils qui est destiné à mourir si jeune et qui vient d'être insulté par Agamemnon. Donne la victoire aux Troyens jusqu'à ce que les Grecs rendent à Achille l'honneur qui lui est dû. » Zeus soupira d'un air malheureux. « Voilà une fâcheuse affaire qui va me mettre en conflit avec Héra, mon épouse. Elle prétend déjà que je favorise les Troyens. Va-t'en avant qu'elle ne te voie. Mais d'abord, pour montrer que j'accorde ta demande, j'inclinerai ma tête. » Et au moment où Zeus inclinait sa noble tête en signe d'assentiment, tout l'Olympe fut ébranlé. Fin de la scène 1. Scène 2. Le songe d'Agamemnon. S'inquiétant des moyens de faire périr beaucoup de Grecs sur le champ de bataille pour la gloire d'Achille, Zeus pensa que le mieux serait d'envoyer à Agamemnon le songe pernicieux. Il l'appela donc et l'envoya dire au roi Agamemnon que la victoire était toute proche. Le songe partit aussitôt pour le camp. Il trouva Agamemnon endormi dans sa baraque. « Tu dors ?» lui dit-il. « Ce n'est pas le moment de dormir. Les immortels ont enfin décidé que tu t'emparerais de Troie aux larges rues. » Puis le songe s'en retourna, et Agamemnon s'éveilla, croyant toujours entendre cette voix. Il se leva rapidement. Il revêtit une belle tunique neuve, s'enveloppa de son manteau, attacha ses sandales et ceignit son épée. Il prit ensuite son sceptre royal et se rendit auprès des vaisseaux. Il convoqua d'abord le conseil des vieillards, pour leur donner les fausses bonnes nouvelles. Puis ce fut le tour des soldats. Comme un énorme essaim d'abeilles, les hommes sortirent de leurs baraques sur le rivage. Si grand était le tumulte qu'il fallut 9 héros à grands cris pour les apaiser de façon que leur roi puisse être entendu. Quand enfin ils furent tous assis, Agamemnon se leva, appuyé sur son sceptre. « Oh, mes amis, héros de la Grèce, leur dit-il, bientôt, la ville du roi Priam succombera, prise et détruite par nos bras. Cela ne saurait tarder un jour de plus. Mais d'abord, allez au repas et préparez-vous au combat. Aiguisez vos lances, ajustez vos boucliers, donnez à manger à vos chevaux et veillez à ce que vos chars soient prêts pour l'action. Car ce sera une rude journée. Nous combattrons sans trêve, jusqu'à ce que la sueur fasse coller le baudrier sur votre poitrine et que votre main se lasse du javelot. Quant à celui qui restera à traîner près des vaisseaux, il sera la pâture des oiseaux et des chiens. » Les Grecs accueillirent ce discours en poussant une grande clameur, pareille au grondement de la vague qui se brise sur les rochers du rivage. Puis les hommes se dispersèrent à travers les vaisseaux pour allumer les feux et prendre leur repas. Chacun fit une offrande à son dieu favori, le priant d'être encore en vie quand la bataille se terminerait le soir. Agamemnon fit aussi son sacrifice à Zeus. Il lui immola un bœuf gras de 5 ans. Et il pria pour que Troie tombât le jour même, et que son héros Hector roulât dans la poussière avec ses compagnons. Zeus accepta le sacrifice. Mais il n'exauça pas la prière,
car il réservait aux Grecs ce jour-là la mort et la souffrance. Le repas terminé, Agamemnon donna l'ordre aux héros à la voix sonore d'appeler les Grecs au combat. Aussitôt, les hommes se répandirent hors de leurs vaisseaux et de leurs baraques et se regroupèrent par pays et par clans. Les rois rangèrent leurs troupes en ordre de bataille là, dans la plaine du Xanthe. Et grâce à Zeus, on voyait Agamemnon se distinguer des autres, comme un taureau dans un troupeau de vaches. Les hommes avançaient dans l'étincellement du bronze qui brillait comme un feu de forêt sur la montagne, et le sol résonnait sous leurs pas. Zeus avait envoyé à Troie Iris, rapide messagère sous la forme d'un guerrier troyen. Elle trouva les Troyens réunis à la porte du palais de Priam, et là, elle s'adressa au roi Priam et à son fils Hector. « Vieillard, dit-elle à Priam, tu es encore ici à parler, comme si nous étions en temps de paix. Mais une lutte à mort va se livrer, car à présent une armée marche dans la plaine, aussi nombreuse que les feuilles de la forêt ou les grains de sable de la mer. Hector, je t'en supplie, demande à tes alliés de ranger leurs hommes en formation et de partir pour la bataille. » Hector reconnut la voix de la déesse, et aussitôt il congédia l'assemblée. Les Troyens coururent aux armes. Bientôt, en grand tumulte, l'armée troyenne et ses alliés sortaient par les portes de la ville et gagnaient une butte dans la plaine. Fin de la scène 2. Scène 3. Le combat singulier. Maintenant, les deux armées s'approchaient l'une de l'autre. Les Troyens criant comme un grand vol de grues, les Grecs en profond silence. Sous leurs pas s'élevait un tourbillon de poussière, pareil au brouillard qui, sur la montagne, ne permet pas de voir plus loin que le jet d'une pierre. Quand les deux armées se trouvèrent en présence, Paris s'avança pour combattre en avant des Troyens. Il provoquait tous les Grecs à venir l'affronter en combat singulier. Avec sur ses épaules une peau de panthère, un arc recourbé et une épée, et à la main deux lances à pointe de bronze. Il était beau comme un dieu. Quand Ménélas vit que c'était Paris, il fut rempli de joie, comme un lion affamé qui découvre sa proie. Il se dit qu'il allait se venger de l'homme qui lui avait fait du tort. Aussitôt, de son char, il sauta à terre en armes. Paris vit Ménélas s'avancer, et il fut épouvanté. Il recula comme un homme qui aperçoit un serpent dans les bois. Alors Hector se tourna vers son frère avec mépris. « Ah, Paris de malheur, pourquoi donc es-tu né? Pourquoi n'es-tu pas mort avant d'avoir pris femme? Ils vont rire les Grecs qui t'ont cru un héros sur la foi de ta belle prestance. C'est toi qui as navigué sur la mer pour ramener avec toi la reine charmante d'un peuple vaillant. Et maintenant tu es trop lâche pour affronter l'homme que tu as offensé. Nous, les Troyens, devrions t'avoir lapidé depuis longtemps pour tous les maux que tu nous as causés. » « Tout ce que tu dis est vrai, Hector, » répondit Paris. « Si tu veux que je combatte, fais asseoir toutes les troupes, et je l'affronterai entre les deux armées. Hélène et tous ses trésors seront l'enjeu du combat. Celui qui vaincra recevra l'épouse et tous les biens, et les autres pourront enfin avoir la paix. » Ces paroles plurent à Hector. Il s'avança entre les lignes et redit à tous la proposition de Paris. « L'un de nous doit mourir, c'est certain, » dit Ménélas. « Et il est juste que les autres aient la paix. Que Priam vienne donc pour faire à la terre et au soleil des sacrifices solennels et jurer de donner Hélène au vainqueur, afin qu'ensuite nous ayons la paix. »
Grecs et Troyens se réjouirent à la pensée de voir cesser la guerre. Ils arrêtèrent leurs chars et en descendirent. Puis ils déposèrent leurs armes, assez près les uns des autres, car peu d'espace se trouvait entre les deux armées. Hector envoya 2 héros vers la ville pour convoquer Priam. Mais Iris, entre-temps, prit les traits d'une fille de Priam et alla porter les nouvelles à Hélène. Elle la trouva dans son palais, en train de tisser un grand manteau de pourpre. Elle y traçait les multiples combats que se livraient pour elle les Troyens et les Grecs. À la nouvelle du combat singulier, un regret l'envahit. Regret de son premier époux, de sa ville, de ses parents. Aussitôt, elle se couvrit d'un voile blanc et courut, les yeux brillants de larmes, vers les portes C. Priam était là, assis avec les anciens qui ne pouvaient plus combattre. Mais c'étaient d'agréables causeurs, pareils à des cigales qui chantent au soleil. En voyant Hélène s'avancer vers eux, ils se dirent « Ce n'est pas étonnant que les Grecs et les Troyens combattent depuis si longtemps pour une telle femme. Sa beauté est pareille à celle des déesses immortelles. Pourtant, il serait préférable qu'elle s'embarque et s'en aille, plutôt que de rester ici et d'être un fléau pour nous et nos enfants. » Priam s'adressa à elle avec bienveillance, sans lui faire de reproches. Il lui demanda de lui montrer Agamemnon et Ulysse. Hélène lui montra aussi Ajax et d'autres chefs grecs. Puis les héros envoyés par Hector arrivèrent pour dire que Priam était invité à offrir le sacrifice avant le combat singulier. Priam frissonna quand il entendit la nouvelle. Il craignait pour la vie de son fils. Cependant, il partit sur son char, accomplit les sacrifices et prêta de solennels serments. Puis il rentra dans la ville, car il n'avait pas le courage de voir le combat singulier. Hector et Ulysse mesurèrent le terrain, puis, choisissant des sorts, ils les jetèrent dans un casque pour savoir qui des deux lancerait le premier sa pique de bronze. Les troupes se mirent à prier en levant les mains. La même prière servit à tous, Grecs et Troyens, car c'était une prière de paix. Alors Hector secoua le casque en détournant les yeux, et ce fut le sort de Paris qui sauta au dehors. Les hommes s'assirent en rang, et Paris passa son armure. De splendides jambières avec des couvre-chevilles d'argent et une cuirasse sur sa poitrine. Autour de ses épaules, il jeta une épée à clous d'argent et un bouclier grand et dur. Sur sa tête, il mit un casque bien ouvré à panache oscillant. Enfin, il saisit sa pique, bien adaptée à sa main. Pendant ce temps, Ménélas s'armait lui aussi de la même façon. Agitant leurs armes et se lançant des regards terribles, ils s'avancèrent tous deux entre les lignes. Ce fut Paris qui lança le premier sa pique. Il atteignit en plein le bouclier de Ménélas, mais sans le percer. La pointe se tordit. Ménélas brandit sa pique en adressant une prière à Zeus. L'arme traversa le bouclier, la cuirasse et la tunique. Mais Paris se pencha et échappa ainsi à la mort. Ménélas tira alors son épée à clous d'argent, la leva et frappa Paris sur son casque. Mais l'épée se brisa en morceaux et tomba de sa main. « Ô Zeus, et tu es cruel !» s'écria Ménélas. Et il saisit Paris par son casque à l'épaisse crinière, se retourna et le tira vers les lignes grecques. C'eût été la fin de Paris, mais Aphrodite veillait sur son protégé. Elle rompit la jugulaire, et Ménélas ne retint plus qu'un casque vide. Il le jeta vers ses amis et s'élança contre Paris avec sa pique.
Mais Aphrodite enleva Paris et le déposa dans sa chambre à coucher de Troie. Et tandis que Ménélas, furieux, le cherchait dans la foule, Paris reposait là, en sûreté. Enfin, Agamemnon dit aux Troyens: « Il est clair que Ménélas est le vainqueur. À vous donc de nous rendre Hélène et ses trésors. » Ainsi parla-t-il, et les Grecs l'approuvèrent. Et si Zeus l'eût permis, la guerre de Troie pouvait se terminer alors. Fin de la scène 3. Scène 4. La flèche fatale. Les dieux se trouvaient réunis dans le palais de Zeus, et tandis qu'ils buvaient le nectar dans leurs coupes d'or, ils contemplaient la ville des Troyens. Alors, Zeus voulut essayer de piquer Héra par des paroles mordantes. Je sais que Ménélas a pour le défendre 2 déesses, Héra et Athéna. Mais elles sont tranquillement assises, alors qu'Aphrodite vient de sauver Paris d'une mort certaine. Toutefois, c'est bien à Ménélas qu'appartient la victoire. Donc si cela t'agrée, il ramènera Hélène chez lui, et la ville de Priam restera debout. Ces mots irritèrent Athéna et Héra qui méditaient la ruine de Troie. Athéna resta silencieuse, mais Héra ne put se contenir. « Zeus !» s'écria-t-elle. « Quel mot as-tu dit là? Veux-tu rendre mon labeur inutile, et vaine ma sueur et la fatigue de mes chevaux lorsque je rassemblais les armées par toute la Grèce? Tu dis que Troie va être épargnée, à ta guise, mais n'attends pas que je t'approuve. » Zeus s'irrita à son tour. Quel mal Priam et ses enfants t'ont-ils fait pour que tu sois si résolu à détruire leur belle ville? De toutes les cités du monde, Troie est la plus chère à mon cœur. Tout ce que je te demande, répondit Héra, est de permettre à Athéna de descendre sur le champ de bataille et de pousser les Troyens à rompre la trêve. À coup sûr, je mérite ces égards comme déesse et comme épouse. Zeus acquiesça. Athéna descendit d'un bond sur la terre, pareil à un météore. Les guetteurs dans la plaine comprirent qu'elle apportait un message des dieux. Mais quel était-il? La paix ou la guerre? Athéna connaissait la réponse. Elle prit la forme d'un guerrier troyen et se mit à chercher l'habile archer Pandaros. « Pandaros, lui dit-elle, ne voudrais-tu pas gagner la faveur des Troyens en faisant périr Ménélas d'une seule flèche de ton arc? Paris te donnerait à coup sûr un très beau présent. Allons, tire donc sur l'illustre Ménélas tout en priant Apollon à l'arc renommé et en lui promettant un sacrifice. » Ainsi dit Athéna, le pauvre Saule en crut. Il saisit son grand arc fait des cornes d'un bouquetin et long de 16 palmes. Il banda l'arc, puis le posa à terre. S'abritant derrière les boucliers de ses compagnons, il prit dans son carquois une flèche neuve empennée et l'ajusta sur la corde. Tout en priant Apollon, il tira en arrière la flèche et la corde jusqu'à ce que la corde fût près de sa poitrine. Quand il eut tendu en cercle le grand arc, il lâcha la flèche. La corne crissa et la corde retentit bruyamment. À travers la foule, la flèche vola droit vers Ménélas. Elle traversa le ceinturon, enfonça la cuirasse et déchira la tunique. Mais Athéna n'avait pas oublié Ménélas. Elle dévia la pointe de la flèche. Le sang pourpre jaillit, mais aucun endroit vital ne fut atteint.
Un frisson saisit Agamemnon quand il vit le sang noir couler de la blessure. Car comment pourrait-il rentrer à Argos sans son frère à ses côtés? Cependant Ménélas lui dit pour le réconforter: « La blessure n'est rien et sera vite guérie. » Alors Agamemnon fit venir le médecin Machaon, qui arracha la flèche, défit le ceinturon et la cuirasse et suça le sang de la blessure. Puis il y appliqua quelques baumes adoucissants. Tandis que Machaon soignait Ménélas, les Troyens commençaient à avancer en armes. Les Grecs reprirent donc leurs armes et, poussés par Athéna aux yeux perses, ils tournèrent leurs pensées vers le combat. Nul ne pouvait voir clair dans la mêlée. Comme des loups, Grecs et Troyens se jetaient les uns sur les autres, et chaque homme abattait son homme. Nombreux furent les guerriers des deux armées qui, ce jour-là, tombèrent côte à côte dans la poussière, payant de leur vie la rupture de la trêve. Fin de la scène 4. Scène 5. Le vaillant Hector. La traîtrise de Pandaros redonna aux Grecs leur ardeur offensive. Les Troyens étaient sur le point d'être refoulés dans leur ville, défaits et déshonorés. Mais Hélénos, fils de Priam et le meilleur devin de Troie, alla trouver Hector. « C'est à toi d'organiser la résistance, dit-il. Tu es le meilleur de tous nos chefs. Retiens les hommes en avant des portes, où ils iront se jeter vers les femmes en donnant la victoire à nos ennemis. Quand tu les auras encouragés, ils tiendront leur position, si épuisés qu'ils soient, car la nécessité les presse. Puis va vers notre mère, la reine Écube, et demande-lui d'offrir à Athéna le plus grand et le plus beau voile qu'elle possède. Qu'elle promette aussi à la déesse 12 jeunes génisses, si elle prend en pitié notre ville, nos femmes et nos enfants. » Aussitôt, Hector sauta de son char à terre. Brandissant ses piques, il parcourut en tous sens l'armée. Il redonna tant d'ardeur aux combattants que les Grecs se disaient qu'un dieu devait secourir les Troyens, à les voir ainsi se retourner contre eux. Puis Hector reprit le chemin de la ville, et le cuir noir qui courait en bordure de son bouclier battait à la fois sur sa nuque et sur ses talons. Quand il arriva aux portes C, les épouses et les filles des Troyens accoururent autour de lui demandant des nouvelles des hommes. « Priez les dieux, leur dit-il à toutes, car les nouvelles qu'il avait pour beaucoup étaient tristes. » Il parvint enfin au palais de Priam, orné de portiques aux colonnes polies. Ce fut là que sa mère vint à sa rencontre et lui prit la main. « Pourquoi as-tu quitté le combat ?» lui demanda-t-elle. « Les Grecs vous accablent sans doute. Attends, je vais t'apporter un doux vin. Tu en feras d'abord libation à Zeus, puis tu pourras en boire. »« Non, mère, » répondit Hector. « Je ne puis offrir une libation avec du sang et de la boue sur les mains. Va plutôt avec les anciennes au temple d'Athéna. Offre-lui le plus beau voile que tu possèdes. Dépose-le sur ses genoux et promets-lui 12 jeunes génisses si elle en prend en pitié nos femmes et nos enfants et écarte les Grecs de notre ville. » La reine se rendit au temple et déposa sur les genoux d'Athéna un grand voile brodé, brillant comme un astre. Puis elle pria la déesse, mais celle-ci rejeta sa prière. Pendant ce temps, Hector allait à sa maison. « Ma place est à l'armée, » se disait-il. « Mais d'abord, je vais aller chez nous revoir ma femme et mon tout jeune fils, car je ne sais si je les reverrai jamais. » Andromaque, sa femme, n'était pas au logis. Les servantes lui apprirent qu'elle était allée au rempart, bouleversée par les nouvelles de la bataille.
Hector repartit donc en hâte à travers la ville. Comme il arrivait aux portes C, il vit sa femme accourir au-devant de lui. La nourrice la suivait avec l'enfant dans ses bras, le fils chéri de son père et l'espoir de Troie. Hector sourit à la vue de son fils, mais Andromaque éclata en sanglots. « Malheureux !» s'écria-t-elle. « Tu ne vis que pour combattre. N'as-tu pas pitié de ton fils si petit, ni de moi misérable qui bientôt serai veuve de toi? Si je te perds, je ne veux plus vivre, car je n'ai que toi. Tu es pour moi un père, une mère et un frère, ainsi que mon époux bien-aimé. » « Je n'oublie pas cela, chère femme, » répondit Hector. « Mais je ne pourrais me montrer aux Troyens si je fuyais comme un lâche loin du combat. » Ayant ainsi parlé, Hector tendit les bras à son fils, le petit Astyanax. Mais l'enfant fut effrayé par le casque brillant avec son panache en crin de cheval qui oscillait terriblement, et il se rejeta en arrière contre sa nourrice. Son père et sa mère se mirent à rire. Hector ôta son casque et le posa à terre, puis il embrassa son fils, le berça dans ses bras et se mit à prier. « Zeus, et vous les autres dieux, dit-il, faites que cet enfant, mon fils, soit un jour le roi de Troie. » Puis il remit l'enfant à sa mère qui le serra sur sa poitrine, riant à travers ses larmes. Son époux s'en aperçut et la caressa de sa main. Il lui dit « Ma pauvre, ne t'afflige pas trop. On ne peut échapper à son destin. Mais personne ne saurait avant l'heure fixée et m'envoyer chez Hadès. » Hector reprit alors son casque, et Andromaque regagna sa maison, en tournant de temps en temps la tête et en versant de grosses larmes. Fin de la scène 5. Scène 6. La balance du destin. Alors Zeus attela à son char 2 chevaux rapides aux sabots de bronze, à la crinière d'or. Tout vêtu d'or et faisant claquer son fouet d'or, Zeus monta sur le char et s'envola sur le mont Ida. Là, il cacha ses chevaux dans un nuage et s'assit près de son autel sur la cime, afin de contempler la ville et les vaisseaux. Comme la journée s'avançait, la bataille faisait rage depuis l'aube, Zeus déploya sa balance d'or. Il y plaça 2 destins de mort, l'un pour les Grecs, l'autre pour les Troyens. Puis il souleva la balance par le milieu, et le fléau s'inclina du côté des Grecs, marquant pour eux le jour fatal. Alors Zeus, du haut de l'Ida, tonna avec force et lança sur les Grecs un éclair qui frappa de terreur tous les hommes. À ce moment, ni Ulysse ni Agamemnon n'osèrent résister, ni les 2 Ajax, si vaillants guerriers qu'ils fussent. Le vieux Nestor se trouva en danger, quand Paris eut frappé l'un des chevaux de son char, jetant le désarroi dans l'attelage. Le vieillard aurait perdu la vie si Diomède, un autre héros, ne l'eût vu et ne lui eût porté secours. Tandis que Diomède et Nestor fuyaient en direction des vaisseaux, Hector cria à ses hommes « Troyens, l'heure est venue de montrer votre valeur. Je vois que Zeus nous promet la victoire, comme la ruine à nos ennemis. Regardez ces misérables murailles qu'ils ont élevées. Elles ne serviront à rien. Quant à leur fossé, nos chevaux le franchiront d'un bond. Allons au vaisseau, incendions-les et massacrons auprès de leurs navires les Grecs suffoqués par la fumée. » Zeus inspira aux Troyens tant d'ardeur qu'ils repoussèrent les Grecs tout droit vers le fossé. Hector marchait au premier rang. Il poursuivait les Grecs,
tuant tous ceux qui restaient les derniers, tandis que les autres s'enfuyaient. Enfin, ils franchirent la palissade et le fossé, laissant de nombreux morts. Arrivés près des vaisseaux, ils levèrent leurs bras vers le ciel et prièrent les dieux. Hector faisait voltiger ses chevaux et ses yeux ressemblaient à ceux d'Arès, le dieu de la guerre. À ce moment, la brillante lumière du soleil tomba dans l'océan, entraînant la nuit noire sur la terre. Les Troyens virent à regret disparaître la lumière, mais les Grecs, eux, accueillirent la nuit avec joie. La nuit venue, Hector dut écarter ses troupes des vaisseaux. Ils trouvèrent près du fleuve un espace libre entre les cadavres. C'est là qu'ils tinrent rassemblés, descendant de leurs chars pour écouter ce que dirait leur prince. « Troyens et alliés, dit Hector, je croyais tout à l'heure que nous retournerions dans la ville après avoir anéanti les Grecs et leurs vaisseaux. Mais la nuit les a sauvés. Nous camperons donc ici et au premier rayon du jour, nous reprendrons le combat. Amenez de la ville des bœufs et de gros moutons ainsi que du pain et du vin pour le repas du soir. Apportez aussi du bois. Il faut que nous fassions brûler des feux nombreux de peur que l'ennemi ne tente de s'enfuir à la faveur de la nuit. Puissais-je être immortel et à jamais soustrait à la vieillesse, aussi vrai que ce jour est en train d'apporter le malheur aux Grecs. » Ainsi parla-t-il, et les Troyens d'applaudir. Ils dételèrent leurs chevaux et les attachèrent aux chars, puis ils apportèrent du bois et de la nourriture. Bientôt, entre les vaisseaux et le fleuve, des feux brillèrent dans la plaine aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Autour de chaque feu se tenaient 50 hommes, tandis que leurs chevaux étaient debout près des chars à manger le bon grain. Fin de la scène 6. Scène 7. L'ambassade à Achille. Tandis que les Troyens se gardaient ainsi, les Grecs étaient en proie à une folle panique. Agamemnon allait et venait, le cœur broyé de chagrin. Quand il eut convoqué les hommes à l'assemblée, il se tourna vers eux, le visage baigné de larmes. « Mes amis, leur dit-il, Zeus a été très cruel envers moi. Il m'avait jadis promis que je détruirais les remparts de Troie, et voici qu'il m'invite à rentrer sans gloire à Argos après avoir perdu tant d'hommes. Eh bien, si tel est le bon plaisir de Zeus, fuyons sur nos vaisseaux tandis que nous le pouvons, car sûrement nous ne prendrons plus Troie. » Il dit. Tous demeuraient silencieux et cois. Enfin, Diomède prit la parole. « Agamemnon, dit-il, je dois te dire devant tous que ton avis est insensé. Pars si tu veux. Voici la mer, voici les vaisseaux, toute cette flotte que tu as amenée de Mycène. Mais nous, les autres Grecs, nous resterons ici jusqu'à la prise de Troie. Et s'ils veulent partir aussi, mon cocher et moi, nous resterons ici pour faire la volonté du ciel. » Tous applaudirent Diomède. Puis Nestor se leva et leur dit « Tu as fort bien parlé, Diomède. Mais c'est à moi, qui suis plus âgé que toi, d'achever et de dire tout. Préparons d'abord le repas. Nous avons tout ce qu'il faut. » Quand ils eurent tous bu et mangé, Nestor reprit la parole. « Glorieux Agamemnon, dit-il, il serait encore temps de faire la paix avec Achille, héros aimé des dieux. En cédant à ton cœur orgueilleux, tu lui as fait affront. Tu pourrais le fléchir par des dons agréables et de douces paroles. »« Tu dis vrai, répliqua Agamemnon. J'étais insensé. Je ne le nie pas. Maintenant, mon seul désir est de faire la paix avec lui.
Et voici ce que je veux lui offrir. 7 trépieds neufs, 10 lingots d'or, 20 superbes chaudrons, 12 chevaux de course et 7 femmes habiles à l'ouvrage que nous avons ramené de Lesbos. Je lui rendrai Briséis, sa captive, et si nous prenons la ville de Troie, il aura sa part du butin. Voilà ce que je lui donnerai s'il renonce à sa colère. Car à coup sûr, un homme que les dieux aiment tant vaut toute une armée. Nestor lui répondit. Glorieux Agamemnon, tu n'offres pas à Achille de présent qui soit à dédaigner. Choisissons donc des envoyés pour les porter. Dépêchons le grand Ajax et le divin Ulysse. Ce choix fut approuvé de tous. Tandis qu'ils marchaient le long du rivage, Ajax et Ulysse adressaient maintes prières à Poséidon, le dieu de la mer, afin qu'il leur permît de fléchir aisément l'âme hautaine d'Achille. Quand ils arrivèrent aux baraques des Myrmidons, ils trouvèrent Achille jouant de la cithare, une belle cithare surmontée d'une traverse d'argent. Et il chantait pour son ami Patrocle et pour lui-même les exploits des héros. À l'approche des deux envoyés, Achille se leva d'un bond. Il les salua et les fit asseoir sur des sièges et des tapis de pourpre. « Maintenant, Patrocle, dit-il, apporte du bon vin et des coupes à chacun, car ces hommes sont mes meilleurs amis. » Patrocle obéit à son compagnon. Achille, alors, à la lueur du feu, se mit à découper des viandes. Il les enfila sur des broches et les fit rôtir sur la braise. Patrocle distribua le pain, tandis qu'Achille servait les viandes. Quand ils eurent mangé et bu, Ulysse leva sa coupe et dit « À ta santé, Achille. Les bons repas ne nous ont pas manqué aussi bien dans la baraque d'Agamemnon qu'ici même aujourd'hui. Mais ce n'est pas d'un festin que nous avons cure. Notre souci est de savoir si nous sauverons ou perdrons nos vaisseaux, à moins que tu reviennes combattre avec nous. Les Troyens ont établi leur camp tout près des vaisseaux et du mur. Ils croient que nous ne tiendrons plus et que nous allons nous jeter sur nos vaisseaux. Lève-toi donc, si tu veux sauver les tiens. Souviens-toi que ton père, le jour de ton départ, te mettait en garde contre l'orgueil et les querelles. Il n'est pas trop tard pour changer, car nous venons de la part d'Agamemnon t'offrir les plus riches présents si tu renonces à ta colère. » Puis Ulysse lui énuméra les présents, l'or et les chevaux, les femmes habiles à l'ouvrage et tout le reste. Mais Achille ne fut pas ébranlé par ces promesses. « Je dois te déclarer exactement ce que je pense, » dit-il. « Je hais cet homme du fond du cœur. Je suis las d'avoir passé tant de nuits d'insomnie et tant de jours sanglants pour son seul avantage. Pourquoi faut-il que les Grecs combattent les Troyens? Pour Hélène? Agamemnon et Ménélas sont-ils les seuls hommes ici à aimer leurs femmes? Tout homme bon et sensé aima la sienne, comme moi j'aimais la mienne de tout cœur, bien qu'elle fût captive. M'offrit-il tous les trésors de Delphes et de Thèbes, Agamemnon ne saurait me persuader. Car pour moi, la vie vaut plus que tous les trésors du monde. On peut enlever des bœufs et des moutons, acheter de l'or et des chevaux. Mais la vie d'un homme ne se ressaisit pas une fois qu'elle a franchi la barrière des dents. Ma mère Thétis m'a montré deux chemins. Ou bien rester ici à Troie et mourir en gagnant une gloire immortelle, ou bien vivre dans ma patrie de longues et paisibles années. C'est là ce que je ferai. Et je vous conseille de vous en retourner pareillement, car Zeus étend son bras sur cette ville, et jamais vous ne verrez la fin de la haute Ilion. Allez porter mon message à vos princes.
afin qu'ils trouvent un moyen meilleur que celui-ci de sauver leur vaisseau et leurs hommes. Quand Achille eut fini, les envoyés prenant tour à tour la coupe à 2 anses firent une libation. Puis ils s'en retournèrent en longeant les vaisseaux. Ulysse était en tête. Quand ils arrivèrent dans la baraque d'Agamemnon, les Grecs se levèrent de tous les côtés, les saluèrent de leurs coupes d'or et se mirent à les questionner. « Glorieux Agamemnon, dit Ulysse, Achille refuse tous tes présents. Il est plus loin que jamais de céder. Il menace de prendre la mer dès l'aube et nous conseille d'en faire autant. » Tous restèrent silencieux, frappés de ce discours. Diomède enfin prit la parole. « Laissons-le s'en aller ou rester à son gré, dit-il. Mais pour nous, allons nous reposer et dès l'aurore, conduisons nos hommes au combat et inspirons-leur par notre exemple une conduite héroïque. » Tous applaudirent ces paroles, puis ils se couchèrent et s'endormirent. Fin de la scène 7. Scène 8. Le combat devant la ville. L'Aurore se levait de son lit pour porter la lumière aux hommes et aux dieux, lorsque Zeus envoya vers les vaisseaux des Grecs l'affreuse discorde. Elle s'arrêta sur le vaisseau noir d'Ulysse et poussa un cri puissant et terrible. On l'entendit jusqu'aux extrémités du camp, et il remplit les hommes de vaillance. Agamemnon lui-même lança l'appel de guerre. Puis il mit ses jambières et revêtit sa poitrine de la cuirasse que lui avait envoyée le roi de Chypre à la nouvelle de l'expédition de Troie. Il ceignit son épée où brillaient des clous d'or et qu'enfermait un fourreau d'argent. Puis il prit son grand bouclier. On voyait sur les bords 10 cercles de bronze et au centre 20 bossettes d'étain. Sur sa tête, il mit un casque à 2 cimiers. Un effrayant panache oscillait au sommet, et tenant en main 2 piques à pointe de bronze, le roi de Mycène la riche s'avança au combat. Les 2 armées étaient pareilles à 2 rangées de moissonneurs devant qui tombent les épis. Ainsi se massacraient les Troyens et les Grecs, en se jetant les uns sur les autres. Tout le matin, tandis que le soleil monta à l'horizon, les flèches volèrent des 2 côtés et les guerriers tombèrent en foule. Mais à l'heure où le bûcheron se lasse de couper des arbres dans la montagne et songe à prendre son repas, à cette heure, les Grecs enfoncèrent brusquement les rangs ennemis. Au plus fort du combat se trouvait Agamemnon, appuyé par d'autres Grecs. Les fantassins tuaient les fantassins. Les meneurs de chars tuaient les meneurs de chars, tandis que les pieds retentissants des chevaux soulevaient un grand nuage de poussière. Agamemnon tuait, massacrait sans répit. Comme tombent les arbres de la forêt sous les flammes de l'incendie, ainsi tombaient les Troyens sous les coups d'Agamemnon. Par-delà l'antique tombeau d'Ilos, au milieu de la plaine, par-delà le figuier sauvage en direction de la ville, Agamemnon poursuivait toujours les Troyens, les mains souillées de poussière et de sang. Ils arrivèrent aux portes C et aux chênes. Alors, les Troyens auraient été repoussés jusqu'à leur rempart si Zeus n'eût chargé Iris de porter un message à Hector. Dis à Hector qu'aussi longtemps qu'Agamemnon sèmera la mort à la tête de son armée, il s'abstienne de combattre. Quand Agamemnon, blessé par une lance ou une flèche, sautera sur son char, je donnerai à Hector la force de repousser les Grecs vers leurs vaisseaux jusqu'à la tombée de la nuit. Ainsi parla Zeus à Iris. Dès qu'Iris eut transmis son message et fut reparti, Hector sauta de son char. Brandissant ses pics aigus, il rallia ses hommes. Mais il évita Agamemnon
ainsi que Zeus le lui avait conseillé. Agamemnon, comme toujours, était le premier. Et au moment où Agamemnon venait d'abattre un Troyen d'un coup d'épée, voici qu'un autre Troyen le frappa de côté au-dessous du coude et la pointe de la lance perça le bras de part en part. Un frisson saisit Agamemnon, mais il n'en continua pas moins de combattre. Tant que le sang coula de la blessure, Agamemnon ne cessa pas de combattre. Mais quand le sang commença de sécher, Agamemnon ressentit de vives douleurs. Il monta sur son char, en exhortant ses compagnons à continuer la lutte. Hector, voyant qu'Agamemnon s'éloignait, blessé, cria d'une voix forte : « Troyens et alliés, il s'en est allé le meilleur de leurs guerriers. Zeus nous a donné la victoire. Allons, poussez vos chevaux droits vers les vaisseaux. » Ainsi Hector excitait le courage des Troyens. Puis il se jeta dans la bataille, pareil au souffle violent d'une rafale qui s'abat sur la mer. Quels furent les premiers et quels furent les derniers qui molla Hector? Ils seraient trop nombreux à nommer. À ce moment, un désastre complet menaçait les Grecs qui étaient repoussés vers leurs vaisseaux. Tous leurs chefs étaient sérieusement blessés. Diomède fut atteint au pied par une flèche de Paris. Une lance troyenne perça le bouclier et la cuirasse d'Ulysse et lui entailla la peau du côté. Le grand Ajax lui-même dut faire retraite en direction des vaisseaux. Enfin, une flèche de Paris mit hors de combat le grand médecin Machaon. Nestor, le voyant blessé, se porta immédiatement à son secours. Bientôt les chevaux de Nestor, suants et haletants, emportaient les deux hommes vers les vaisseaux creux. Achille était debout, à la poupe de son navire, contemplant la déroute des Grecs. Quand il vit arriver le char de Nestor, il s'adressa à son ami Patrocle. « Maintenant, enfin, je vais voir les Grecs à mes genoux, » dit-il, « car ils sont en mauvaise posture. Va demander à Nestor quel est l'homme qu'il ramène. De dos, il ressemble fort à Machaon, mais je n'ai pas vu nettement son visage. Je veux le savoir, car un médecin qui peut guérir la blessure d'une flèche vaut beaucoup de combattants. » Patrocle alors se mit à courir le long des baraques et des vaisseaux. Le char de Nestor était maintenant arrivé à sa baraque. Les deux hommes firent sécher la sueur de leurs tuniques, debout sous la brise, près du rivage de la mer. Puis ils rentrèrent. Juste à ce moment, Patrocle parut à la porte. Nestor l'invita à s'asseoir, mais Patrocle refusa en disant : « Achille m'a envoyé demander quel était le blessé que tu ramenais. Mais je reconnais Machaon, le pasteur d'hommes. Je vais vite rapporter la nouvelle à Achille, car tu sais comme il est prompt à la colère. » « Pourquoi donc Achille plaint-il tant un homme blessé ?» lui répondit Nestor. « Ne sait-il rien du deuil qui s'abat sur l'armée? Les meilleurs sont blessés, Agamemnon, Diomède, Ulysse. Achille ne s'en soucie guère, tout brave qu'il soit. Attend-il que nos vaisseaux soient brûlés? Tu dois te souvenir, Patrocle, des recommandations que te faisait ton père à ton départ pour la guerre. Mon fils, disait-il, Achille est plus fort et plus noble que toi. Mais tu es plus âgé, tu dois le conseiller. Voilà les recommandations de ton père, les as-tu oubliées? Tu es l'ami d'Achille. Peut-être pourras-tu le persuader. Ou peut-être t'enverra-t-il avec ses propres armes, toi et les Myrmidons. Alors les Troyens, voyant des troupes fraîches et croyant que c'est Achille qui les conduit, renonceront à se battre et laisseront les nôtres reprendre haleine. » Patrocle fut touché par le discours de Nestor. Il se mit à courir le long des vaisseaux pour aller retrouver Achille.
Fin de la scène 8. Scène 9. Le combat près des vaisseaux. Maintenant, le combat se déroulait près du fossé et du mur qui protégeait le camp des Grecs. Lorsque les Grecs avaient bâti ce large mur, ils avaient oublié d'offrir des sacrifices aux dieux. Aussi, ne devaient-ils pas rester longtemps debout? Mais, à ce moment-là, ils se dressaient encore, tandis que la bataille faisait rage alentour et que les bois du rempart résonnaient sous les coups. Pendant que les Grecs se tenaient apeurés auprès de leurs vaisseaux, Hector allait et venait dans les rangs, pressant ses hommes de franchir le fossé. Mais les chevaux n'osaient pas. Ils poussaient de forts hennissements, effrayés qu'ils étaient par la largeur du fossé. C'est qu'il n'était pas facile à franchir, car le bord opposé était garni de pieux pointus. « Pourquoi ne pas laisser nos chevaux sur le bord du fossé ?» suggéra un Troyen à Hector. « Puis nous te suivrons à pied et porterons la mort aux Grecs, si telle est la volonté des dieux. » Cela parut à Hector un excellent avis. Aussitôt, il sauta de son char tout en armes. Les autres Troyens l'imitèrent. Puis, ils se formèrent en 5 corps. Le brave Hector prit la tête des troupes, et ses hommes le suivirent en poussant une clameur prodigieuse. Les Troyens, confiants dans la protection des dieux et dans leur propre force, franchirent le fossé et s'attaquèrent au mur. Ils cherchaient à tirer les corbeaux des tours, à faire crouler les parapets et à soulever les piliers boutants, espérant ainsi enfoncer le rempart. Mais les Grecs n'étaient pas encore prêts à les laisser passer. De leurs boucliers, ils renforçaient les parapets et tiraient de là sur les ennemis qui s'avançaient sous la muraille. Ainsi, les chances du combat s'équilibraient pour eux, jusqu'au moment où Zeus donna une gloire plus éclatante à Hector, qui le premier sauta sur le mur des Grecs. « À l'assaut, Troyens !» cria-t-il à ses compagnons. « Enfoncez le mur et mettez le feu au vaisseau. » Tous les Troyens l'entendirent et se jetèrent sur le mur. Mais Hector fit plus encore. Près de la porte, il saisit une énorme pierre, large à la base et pointue au sommet. 2 hommes n'auraient pu aisément la charger sur un char. Mais Zeus la lui rendit légère. Il la lança contre les vantaux de la porte que verrouillaient 2 barres. Les vantaux volèrent en éclats, les gonds sautèrent, et la porte s'abattit dans un fracas épouvantable. Hector bondit dans le camp, son visage pareil à la nuit. Son corps brillait de l'éclat du bronze, et il tenait 2 lances à la main. Seul un dieu eût pu l'affronter, quand il pénétra dans le camp criant aux Troyens de le suivre. Aussitôt les uns escaladèrent les murs, les autres franchirent la porte. Les Grecs s'enfuirent parmi les vaisseaux et un tumulte sans fin s'éleva. À ce moment, Nestor, quittant sa baraque, rencontra les rois blessés Diomède, Ulysse et Agamemnon, qui revenaient de leurs vaisseaux fort loin de la bataille. Car le rivage, tout vaste qu'il était d'un cap à l'autre cap, n'avait pu contenir tous les vaisseaux. Aussi les avait-on tirés sur plusieurs lignes. Ainsi donc les rois, désireux de voir la bataille, avançaient ensemble s'appuyant sur leurs lances, l'âme affligée au fond de leur poitrine. En voyant le mur écroulé et les Troyens à l'intérieur du camp, Agamemnon fut découragé. « Tirons à l'eau les vaisseaux qui sont le plus près de la mer. Puis, mouillons-les au large, dit-il.
Ensuite nous pourrons de nuit tirer à l'eau les autres vaisseaux. » Insensé, lui répondit Ulysse. Tais-toi de peur qu'un Grec n'entende ces paroles. Et alors tout sera réellement perdu. C'est une armée de lâches que tu devrais conduire si tel est ton projet. Tes paroles sont dures, Ulysse. Mais c'est toi qui as raison, reconnut Agamemnon. Je ne donnerai pas l'ordre aux Grecs de tirer les vaisseaux à la mer. Mais si quelqu'un a un avis meilleur, écoutons-le. Il faut marcher au combat, dit le brave Diomède. Nous nous tiendrons à l'écart, étant blessés, mais nous pourrons encourager les autres. Ils partirent donc et, en chemin, ils rencontrèrent Poséidon, sous les traits d'un vieillard. Le dieu adressa à Agamemnon des paroles de réconfort et redonna courage aux Grecs. Ceux-ci repoussèrent les Troyens jusqu'au moment où Zeus envoya Apollon pour jeter la panique parmi les Grecs. Tandis que les Grecs étaient, une fois de plus, acculés à leur vaisseau, Patrocle arriva, tout en larmes vers Achille. « Mon cher Patrocle, » dit Achille, « pourquoi pleures-tu ? On croirait voir une fillette qui court à côté de sa mère et s'accroche à sa robe. Elle pleure et veut qu'on la prenne. Qu'y a-t-il donc ? Aurais-tu reçu quelque message de notre pays ? Ou est-ce sur les Grecs que tu te lamentes ? Ils souffrent pourtant par leur propre faute. »« Oh, Achille, » soupira Patrocle, « ne m'en veux pas. Trop grand est le malheur des Grecs. Les meilleurs d'entre eux sont blessés. Si ton cœur est à ce point cruel que tu ne veux pas renoncer à ta colère, laisse-moi du moins emmener les Myrmidons et revêtir tes propres armes pour essayer de sauver les Grecs. » Ainsi implorait-il, le pauvre fou, sa propre mort. Et le fier Achille lui répondit par ces mots. « Sans doute as-tu raison. Je ne devrais pas toujours garder cette colère. Je pensais attendre que la rumeur du combat arrive près de mes vaisseaux. Mais va, prends mes armes et conduis au combat nos braves Myrmidons, puisque les Troyens, comme un nuage sombre, assiègent nos vaisseaux et que les Grecs sont acculés au rivage. Va, tombe sur eux avec ardeur. Sauve nos vaisseaux et procure-moi une grande gloire. Mais, quand tu auras écarté l'ennemi des vaisseaux, reviens tout de suite. Même si Zeus t'offre de remporter la victoire, tu ne devras pas combattre et amoindrir ma gloire. Ne va pas jusqu'au mur de la ville, de crainte qu'Apollon, qui aime chèrement les Troyens, ne se mette sur ta route. Reviens donc, dès que tu auras sauvé les vaisseaux. » Or, pendant qu'Achille et Patrocle parlaient, Ajax, qui défendait son grand vaisseau, se trouvait être à bout de force. Son casque résonnait sous les coups. Son épaule gauche se fatiguait à porter son bouclier. Son souffle était haletant et la sueur ruisselait sur son corps. Toutefois, les Troyens n'arrivaient pas à l'ébranler. Et voici maintenant comment le feu se mit à prendre sur les vaisseaux. Hector, s'arrêtant près d'Ajax, frappa de sa grande épée la lance du héros et la brisa net. Ajax comprit que Zeus était contre lui. Il recula hors de portée des traits. Les Troyens alors lancèrent leurs brandons. Les flammes enveloppèrent d'abord la poupe, et, au bout d'un moment, le feu flambait sur tout le navire. Fin de la scène 9. Scène 10. La mort de Patrocle.
voyant jaillir près des vaisseaux le feu dévorant. Achille se frappa les cuisses et dit à Patrocle : « Revais vite mes armes, tandis que je rassemble les hommes. Nous ne devons pas laisser l'ennemi nous couper la retraite. » Patrocle revêtit donc aussitôt les armes d'Achille, les jambières avec les couvre-chevilles d'argent, la cuirasse scintillante, l'épée à clous d'argent, le boucher grand et fort. Il mit sur sa tête le casque à panache et prit à la main 2 lances. Il ne laissa qu'une arme d'Achille, la longue et lourde pique que nul ne pouvait manier. Il fit atteler les immortels chevaux de son ami, tandis qu'Achille ramenait de leur camp les Myrmidons en armes. Conduits par Patrocle, ils avancèrent au combat en rang serré, bouclier contre bouclier, casque contre casque et homme contre homme. Achille, lui, offrit un sacrifice à Zeus en le priant pour le succès de Patrocle et son heureux retour. Patrocle et ses hommes marchèrent jusqu'au moment où ils rencontrèrent les Troyens. Puis ils fondirent sur eux, comme un essaim de guêpes, et une immense clameur retentit jusqu'au vaisseau. Les Troyens, voyant Patrocle dans son armure brillante à la tête des Myrmidons, crurent qu'Achille était de retour au combat, et chacun chercha à s'enfuir. Ils quittèrent les vaisseaux en flammes et les Myrmidons eurent au fait d'éteindre l'incendie. Puis Patrocle, suivi de tous les Grecs, se jeta sur les Troyens. Ceux-ci, oubliant leur vaillance, ne songèrent plus qu'à la fuite. Mais Patrocle cherchait maintenant à couper les Troyens, à les refouler vers les vaisseaux. Il ne leur permettait pas de trouver refuge dans la ville. C'est entre les vaisseaux, le fleuve et le mur élevé qu'il les chargeait et massacrait en foule. Cependant, Zeus s'interrogeait sur le sort de Patrocle. Laisserait-il dès ce moment Hector le tuer et le dépouiller des armes d'Achille ? Enfin, il décida de permettre à Patrocle de repousser les Troyens vers leur ville et d'en tuer un grand nombre. Aussitôt, il fit faiblir le courage d'Hector. Montant sur son char, Hector se tourna vers la fuite et exhorta les autres à fuir, car il avait reconnu de quel côté penchait la balance sacrée de Zeus. Alors Patrocle, aveuglé par sa victoire et désobéissant à l'ordre d'Achille, se mit à poursuivre les Troyens. L'insensé. S'il avait fait ce que lui conseillait Achille, il aurait pu échapper ce jour-là à la noire mort. Mais telle n'était pas la volonté de Zeus. Un moment, il sembla même que Patrocle pourrait prendre Troie. Par 3 fois, il mit le pied sur le rempart. Mais Apollon le repoussa et lui dit que la ville ne devait pas être prise par lui, ni même par Achille. À ce moment, Hector venait de s'arrêter aux portes C. Apollon, sous les traits d'un parent d'Hector, l'invita à rejoindre Patrocle. Hector lança ses chevaux vers lui. Patrocle sauta de son char, saisit une pierre et la lança, frappant mortellement le cocher d'Hector. Puis il bondit sur lui. Hector de son côté sauta de son char. Alors, ils combattirent autour du corps et quoique Patrocle n'en sut rien, déjà apparaissait le terme de sa vie. Car Apollon, caché dans une nuée de façon à n'être pas vu de Patrocle, le frappa du plat de la main au milieu des épaules. Les 2 yeux du héros furent pris de vertige. Le casque d'Achille roula dans la poussière. Patrocle chancela. C'est alors qu'un guerrier troyen le frappa dans le dos avec sa lance. Mais ce coup ne l'abattit pas. Au moment où Patrocle se repliait sur le groupe des siens,
Hector le frappa d'un grand coup au ventre. Et Patrocle tomba avec fracas. Hector se mit à exulter devant l'adversaire abattu. « Enorgueillis-toi si tu veux, » dit Patrocle d'une voix défaillante. « Mais je te dis, Hector, que tu n'as plus longtemps à vivre. Voici venir la mort qui te domptera par les mains d'Achille. » Comme il parlait, la mort interrompit son discours, et son âme s'en fut chez Hadès, pleurant sur son destin, quittant la force et la jeunesse. Fin de la scène 10. Scène 11. Le désespoir d'Achille. Tandis que la bataille continuait, Antiloque, fils du roi Nestor, courut vers les vaisseaux, porteurs de la nouvelle. Il trouva Achille devant sa baraque, le cœur déjà plein d'angoisse. Mais quand il entendit la terrible nouvelle que lui donnait Antiloque en pleurant, un sombre désespoir envahit Achille. À deux mains, il répandit de la cendre sur sa tête et sur son beau visage. Il s'arracha les cheveux et s'étendit de tout son long dans la poussière, tandis que les femmes que Patrocle et lui avaient prises se frappaient la poitrine en gémissant. Antiloque, qui pleurait toujours lui aussi, tenait les mains d'Achille de crainte qu'il ne vînt à se couper la gorge. Alors, Achille poussa un cri affreux, que sa mère entendit du fond de la mer où elle était assise avec ses sœurs les nymphes. Elle se mit à gémir à son tour, et toutes les nymphes de la mer se frappèrent la poitrine et se joignirent à sa lamentation. « Écoutez, mes sœurs, dit-elle, les soucis de mon cœur. Je suis la mère du plus grand des héros. Je l'ai élevé et soigné comme une jeune plante, et je l'ai envoyé se battre à Troie, parce qu'il avait choisi une vie courte et glorieuse. Et cette vie est assombrie par le chagrin. J'irai vers lui pour savoir quelle en peut être la raison. » Alors elle quitta sa grotte, et toutes les nymphes la suivirent en fendant les flots. Elles arrivèrent enfin sur le rivage où se trouvaient les vaisseaux des Myrmidons. Thétis trouva là son fils Achille, qui sanglotait. Prenant la tête de son fils dans ses mains, elle lui dit « Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce donc qui te chagrine? Zeus ne t'a-t-il pas donné tout ce que tu désirais, en faisant que les Grecs soient refoulés vers leurs vaisseaux? » « Oui, » répondit Achille en gémissant. « Zeus a fait tout cela pour moi. Mais quel plaisir en ai-je maintenant que Patrocle est mort? Je ne désire plus vivre, à moins que je ne tue Hector de ma lance. »« Ah, mon fils, » lui dit en pleurant Thétis, « ta fin est donc proche, car aussitôt après Hector, tu mourras. Que la mort vienne donc vite, car je vais aller maintenant à la rencontre d'Hector. Ne cherche pas, quel que soit ton amour, à me faire changer de résolution. »« Mais, mon enfant, » lui dit Thétis, « les Troyens ont tes armes. C'est Hector lui-même qui les porte. Ne va pas au combat avant demain. Je t'apporterai à ce moment de nouvelles armes forgées par Héphaïstos lui-même. » Là-dessus, elle partit pour l'Olympe. Elle allait demander à Héphaïstos, le grand artisan, de fabriquer des armes pour son fils. Elle le trouva affairé à ses soufflets et à sa forge. « Chère Thétis, dit-il, qu'est-ce qui t'amène ici? »
Dis-moi ce que tu veux, et si je puis le faire, je serai content de te servir. » Alors Thétis lui répondit en pleurant, et lui exposa la situation d'Achille. « N'aie crainte, » lui dit l'illustre Héphaïstos. « Il aura des armes qui émerveilleront tous ceux qui les verront. Je voudrais seulement qu'il fût aussi facile de le protéger de la mort, quand elle viendra. » Aussitôt, il retourna à sa forge et à ses soufflets. Il jeta dans le feu du bronze, de l'étain, de l'or et de l'argent. Il mit sur son support une grande enclume, prit d'une main le marteau et de l'autre les tenailles. Il fabriqua d'abord un bouclier grand et fort, à 5 épaisseurs. Il mit autour une bordure étincelante. Pour le décorer, il y représenta la terre, le ciel et la mer, le soleil, la lune et les étoiles. Il y avait une ville paisible, dont le peuple dansait et chantait, et une ville assiégée. Il y avait une terre labourée, un champ moissonné, une vigne, un troupeau paissant le long d'un fleuve. Et sur l'extrême bord du bouclier coulait le fleuve Océan. Quand le bouclier fut fini, il fabriqua une cuirasse qui brillait comme le feu. Il fabriqua un casque à cimier d'or et des jambières d'étain. Héphaïstos donna tout cela à Thétis. Elle, comme un faucon, bondit du haut de l'Olympe vers son fils. Quand l'aurore en robe de safran sortit de l'océan pour apporter la lumière aux hommes et aux dieux, Thétis arriva près des vaisseaux, portant les armes destinées à Achille. Elle trouva son fils toujours en larmes, serrant le corps de Patrocle dans ses bras. Ses compagnons l'entouraient. À la vue des armes, ils furent saisis de terreur. Achille, au contraire, sentit la colère le pénétrer davantage, et une lueur s'alluma dans ses yeux. « Mère, » s'écria-t-il, « ces armes que me fournit un dieu sont dignes des immortels. Dès maintenant, je vais m'en cuirasser. » « Fais d'abord la paix avec Agamemnon, » lui répondit Thétis. « Puis tu pourras te cuirasser et aller au combat. » Achille partit donc en suivant le rivage de la mer, et tous, en le voyant, prirent le chemin de l'assemblée. Diomède et Ulysse vinrent en boitant, puis ce fut Agamemnon qui sentait encore sa blessure. Quelle joie pour les Grecs de voir Achille renoncer à sa colère. Agamemnon offrit à nouveau ses présents, mais Achille était impatient de courir au combat et ne voulait pas les attendre. « Laisse-nous un peu de temps, Achille, » dit Ulysse, « car il faut que les hommes mangent et boivent. Nul ne se bat bien s'il n'a mangé et bu, mais un homme rassasié peut se battre tout un jour. » Achille accepta, bien à regret, cette proposition. D'abord Ulysse envoya des hommes à la baraque d'Agamemnon pour rapporter à l'assemblée les présents qui avaient été promis et ramener Briséis. Celle-ci pleura en voyant le corps de Patrocle, ce héros qui avait toujours été un ami pour elle. Puis Agamemnon immola un porc en sacrifice à Zeus. Les Grecs prirent ensuite leur repas. Seul Achille ne voulut pas manger, ni être consolé dans son chagrin. Mais il revêtit les armes d'Héphaïstos. Elles semblaient le soulever comme des ailes. Quand il eut pris la pique de son père qu'aucun des Grecs ne pouvait manier, il monta sur son char, resplendissant sous ses armes comme le soleil. Fin de la scène 11. Scène 12. La bataille des dieux.
Tandis que les Troyens s'armaient dans la plaine, attendant l'attaque d'Achille et des Grecs, Zeus convia tous les dieux à venir dans l'Olympe, et pas un fleuve, pas une nymphe n'y manqua. Quand tous se furent assis sous les portiques du palais de Zeus, Poséidon, l'ébranleur du sol, se leva et parla en leur nom. Pourquoi donc, Dieu de la foudre, nous as-tu convoqués ici? As-tu quelque souci à propos des Troyens et des Grecs qui vont reprendre le combat? Tu as compris, ébranleur du sol, répondit Zeus. C'est d'eux que je me préoccupe. Néanmoins, je resterai assis pour les observer dans un pli de l'Olympe. Vous autres, vous pourrez aller porter secours à celui des deux parties que vous voudrez. Car si Achille est laissé à lui-même, il est capable de reprendre la ville avant le temps fixé. Tous les dieux partirent aussitôt pour le champ de bataille. Héra, Athéna, Poséidon, Hermès le messager et Héphaïstos se dirigèrent vers le camp grec. Arès, Apollon, Artémis, sa sœur chasseresse, Latone, leur mère, le fleuve Xanthe et la belle et souriante Aphrodite allèrent auprès des Troyens. Tant que les dieux étaient absents, les Grecs triomphaient parce qu'Achille avait reparu. Mais à présent, quand Athéna poussa son cri de guerre, Arès se mit lui aussi à crier pour encourager les Troyens. Zeus tonna du haut des airs. Poséidon ébranla la terre et les cimes des monts. La ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs tremblèrent pareillement. Le roi de ceux qui sont sous terre prit peur et sauta de son trône. Maintenant, Artémis se dressait en face d'Héra, Hermès en face de Latone, et Xanthe en face d'Héphaïstos. C'est ainsi que les dieux affrontaient les dieux. Achille cependant bondissait à travers les rangs en encourageant chacun des guerriers. Hector de son côté exhortait les Troyens en leur disant de marcher contre Achille. Apollon s'approcha alors et lui dit « Ne t'avance pas pour affronter Achille, sans quoi il te frappera de sa lance ou de son épée. » Là-dessus, Hector se replongea dans la foule, jusqu'au moment où il vit Polydore abattu par Achille. Polydore était le plus jeune fils de Priam, et celui qu'il aimait le plus. Il triomphait de tous à la course. Son père lui avait défendu de se battre, parce qu'il était trop jeune. Mais ce jour-là, poussé par une puérile vanité, il se précipita à travers les rangs des combattants jusqu'à ce qu'il perdît la vie. Hector, dès qu'il vit que son frère Polydore s'effondrait au sol, les mains crispées sur sa blessure, sentit ses yeux s'embrumer. Il n'eut pas le cœur de rester plus longtemps à l'écart. Pareil à la flamme, il s'élança sur Achille en brandissant sa lance. Achille bondit au-devant de lui en criant « Voici l'homme qui a tué mon plus cher ami. Nous avons fini de nous terrer l'un devant l'autre sur tout le champ du combat. Viens donc plus près, pour arriver plus vite au terme de la mort. » Hector lui répondit calmement. « Ne crois pas m'effrayer par des mots, Achille. Je sais que tu es le plus brave et le plus fort. Mais tout ceci repose sur les genoux des dieux. Ils peuvent me laisser t'arracher la vie d'un coup de lance, car mon trait aussi est perçant. » À ces mots, il brandit sa pique et la lança. Mais Athéna, d'un souffle, la détourna du glorieux Achille. Elle perdit toute sa force et tomba aux pieds d'Hector. Achille s'élança avec sa pique.
Mais Apollon déroba Hector sous une brume épaisse. 3 fois Achille s'élança contre lui, et 3 fois il frappa la brume profonde. « Une fois de plus, chien, tu viens d'échapper à la mort !» cria Achille en s'élançant à nouveau. « Mais je t'exécuterai à un autre moment, pourvu qu'un dieu me vienne en aide. Pour l'instant, je vais m'en prendre à d'autres. » Et Achille s'élança à travers les rangs, pareil à l'incendie qui ravage la forêt, lorsque le vent chasse les flammes en les faisant tournoyer. Il allait en tous sens, pareil à un dieu, jusqu'à ce que la terre fût inondée de sang. À ce moment, la querelle entre les dieux éclata avec violence. Ils se jetèrent les uns sur les autres avec un grand fracas. La terre et le ciel retentirent. Zeus entendit le bruit dans son Olympe. Il rit de voir Athéna frapper Arès d'une pierre au cou pour se venger de ses insultes. Le voilà étendu, les cheveux dans la poussière. Comme Aphrodite essayait de l'emmener loin du combat, Athéna la frappa en pleine poitrine de sa forte main et la fit tomber par terre. Héra, la déesse aux bras blancs, sourit. Mais quand elle entendit Artémis reprocher à Apollon de ne pas se battre contre le vieux Poséidon, elle lui enleva son arc et, avec cette arme, elle se mit à la frapper tout auprès des oreilles. La pauvre Artémis s'enfuit tout en larmes et alla se réfugier dans les bras de Zeus, son père. Sa mère Latone ramassa l'arc et les flèches pour les lui rapporter. Alors, les dieux retournèrent dans l'Olympe, fatigués du combat. Seul Apollon resta. Il pénétra dans Troie, craignant qu'en dépit du destin, Achille ne prît la ville le jour même. Le vieux Priam, du haut du rempart, regardait le grand Achille qui mettait les Troyens en déroute. Il descendit en gémissant vers les portes. Il ordonna aux sentinelles de les ouvrir toutes grandes jusqu'au moment où les troupes en fuite seraient rentrées à l'abri. Les portes ouvertes offraient aux fuyards leur seule chance de salut. Apollon s'élança à leur rencontre, tandis qu'épuisés, ils fuyaient vers la ville toujours suivis par Achille. Alors Apollon détourna Achille de la ville, en prenant les traits d'un Troyen et en courant devant lui à très peu de distance, en direction du Xanthe. Pendant ce temps, les Troyens, apeurés comme des faons, faisaient irruption dans la ville. Ils n'avaient même pas osé s'attendre les uns les autres hors de la ville et du rempart, pour savoir qui avait échappé et qui était mort au combat. Seul, Hector restait, par la volonté du destin, en dehors de la ville, devant les portes C. Fin de la scène 12. Scène 13. La mort d'Hector. Hector restait là, devant les portes, résolu à se battre avec Achille. Mais ce fut le roi Priam qui, le premier, vit Achille arriver en courant dans la plaine. Ses armes brillaient comme l'astre éclatant de l'arrière-saison qu'on appelle le chien d'Orient. Le vieillard gémit, puis, tendant ses bras vers Hector, il lui dit « Entre donc dans nos murs pour sauver notre ville. Et aussi pitié de moi, ton vieux père, qui ne suis pas trop vieux pour souffrir si mes fils sont tués, ma ville détruite, ma maison pillée, mes filles traînées en esclavage. Car c'est moi qui recevrai le dernier la mort, en attendant que mon corps soit livré aux chiens. » Tout en parlant, le vieillard arrachait ses cheveux blancs. Mais Hector restait inébranlable.
Sa mère de son côté le suppliait en pleurant, sans le persuader davantage. Il était toujours là, son bouclier appuyé contre le mur, regardant approcher le redoutable Achille. Mieux vaut, se disait-il, vider au plus tôt notre querelle. Sachons à qui de nous Zeus entend donner la gloire. Cependant Achille s'approchait, pareil au dieu de la guerre, et ses armes brillaient comme du feu. Hector frémit en le voyant si près. Il n'eut plus le courage de rester où il était. Laissant derrière lui les portes, il prit la fuite. Achille s'élança derrière lui comme un épervier fond sur une colombe. Ils passèrent la guette et le figuier, et prirent la grande route. Enfin, ils arrivèrent aux sources du Xanthe. Et la course continua. Devant, c'était un brave qui fuyait. Mais c'était un bien plus brave encore qui le poursuivait. La lutte était acharnée, car la vie d'Hector en était l'enjeu. 3 fois ils firent le tour de la ville. Tous les dieux les contemplaient. Zeus se désolait pour Hector et aurait voulu le sauver. Mais Athéna s'y opposait absolument. « Quoi ?» s'écria-t-elle. « Un simple mortel, marqué depuis longtemps par le destin. Tu voudrais le soustraire à la mort ?» C'était comme dans un rêve, quand 2 hommes se poursuivent. L'un ne peut pas se dérober à l'autre, ni l'autre l'atteindre. Enfin, quand ils revinrent auprès des fontaines pour la 4e fois, Apollon, qui avait aidé Hector dans sa fuite, l'abandonna. Et Athéna s'approcha de lui, sous les traits d'un de ses frères, et lui offrit perfidement son aide. « Frère, lui dit-elle, Achille te fait rude violence en te poursuivant tout autour de la ville. Allons, arrêtons-nous et résistons sur place. » Encouragé par ces paroles, Hector se tourna vers Achille et lui dit « Je ne veux plus te fuir, Achille. Combattons. Je t'aurai où tu m'auras. Mais d'abord, faisons une promesse devant les dieux. Si Zeus m'accorde la victoire, je rendrai ton corps aux Grecs, une fois que je l'aurai dépouillé de ses armes. Promets-moi d'en faire autant. » Achille jeta sur lui un regard furieux et répondit « Ne viens pas me parler d'accord. Il n'y a pas de pacte loyal entre les lions et les hommes, ni entre les loups et les agneaux. Entre toi et moi, il ne peut y avoir que de la haine. Rappelle à toi tout ton courage, car je vais te faire payer tous les chagrins que tu m'as causés. » Il dit et lança sa longue pique. Mais Hector s'accroupit. La pique passa au-dessus de lui et vint se ficher dans la terre. Athéna l'arracha et la rendit à Achille, sans être vue d'Hector. Hector brandit sa pique et la lança. Elle atteignit le milieu du bouclier mais rebondit à distance. Hector s'irrita de voir que son trait était parti pour rien. Il appela pour demander une seconde lance à son frère, mais celui-ci n'était plus près de lui. Alors Hector comprit que les dieux l'avaient trompé et que sa mort était proche. « Eh bien, je vais l'affronter vaillamment, » se dit-il. Alors tirant son glaive, il s'élança sur Achille, comme un aigle fond sur un agneau. Achille aussi bondit plein d'une ardeur sauvage, cherchant un point du corps que l'armure laissait à découvert. Il le trouva sur le cou, près de la clavicule, et c'est là qu'il plongea sa pique. Hector tomba dans la poussière,
Et Achille s'écria triomphant. Insensé! Tu croyais peut-être quand tu dépouillais Patrocle qu'il ne t'en coûterait rien. Mais un vengeur beaucoup plus fort se tenait près des vaisseaux. Moi, qui viens de t'abattre. Maintenant, Patrocle recevra les honneurs funèbres, tandis que tu seras dévoré par les chiens. Hector, mourant, lui dit encore, « Songe, avant de faire cela, que les dieux peuvent en tenir rancune. Car toi aussi tu tomberas devant les portes C, sous les coups de Paris et d'Apollon. » La mort coupa court à ces paroles, et son âme s'en alla chez Hadès, pleurant sur son destin, quittant la force et la jeunesse. Achille alors dépouilla le mort de ses armes. Les autres Grecs accoururent autour de lui, admirant sa taille et sa beauté. Et chacun, en passant, lui portait un coup de lance, car Hector était désormais inoffensif. Achille se livra ensuite à une action infâme. Il coupa les tendons des pieds d'Hector, et y passa des lanières de cuir qu'il attacha à son char. Puis il monta sur le char, et s'élança dans la plaine, traînant le corps d'Hector derrière lui. Ses cheveux sombres se déployaient, et sa tête jadis charmante gisait dans la poussière. Les Troyens avaient peine à empêcher Priam de sortir des portes. Cependant, les sanglots, les gémissements parvinrent jusqu'à la chambre où se tenait la femme d'Hector, tissant un châle de pourpre sur lequel elle semait toutes sortes de fleurs. La navette tomba de sa main, et elle sortit en courant de la maison comme une folle suivie de 2 servantes. Dès qu'elle eut rejoint le mur et la foule, elle s'arrêta, debout sur le rempart, et jeta les yeux de tous côtés. Elle aperçut Hector traîner devant la ville. Alors une nuit sombre enveloppa ses yeux, et elle tomba en arrière, pâmée. Les Troyennes accoururent autour d'elle. Quand elle put à nouveau parler, elle s'écria « Hector, voici que tu me laisses veuve dans le palais, et voici notre fils Astyanax orphelin. Qu'adviendra-t-il de lui? La peine et les chagrins vont être son partage. » Ainsi parlait-elle en pleurant, et les femmes gémissaient avec elle. Fin de la scène 13. Scène 14. Le rachat d'Hector. Achille continuait de pleurer son ami Patrocle. Chaque jour à l'aube, après une nuit d'insomnie, il attelait ses chevaux à son char. 3 fois de suite, il traînait le corps d'Hector autour du tertre de Patrocle, puis le laissait étendu, le front dans la poussière. Apollon cependant préservait le corps de toute dégradation. Et beaucoup parmi les dieux prenaient Hector en pitié. Seuls Héra et Athéna ne voulaient pas pardonner à Troie et à la famille de Priam, à cause du choix fatal que Paris avait fait. Mais quand vint le 12e jour, Apollon demanda avec insistance qu'on fît quelque chose pour Hector. Aussi, Zeus envoya-t-il un message à Achille, par l'intermédiaire de sa mère Thétis, qu'il accepte la rançon du cadavre quand Priam la lui offrirait. Entre-temps, Zeus envoya Iris vers Priam. Quand le roi entendit à son oreille la voix de la déesse, il trembla de crainte, mais il n'hésita pas. Il ordonna immédiatement à ses fils d'équiper un chariot à mules et d'attacher dessus une corbeille. Il alla lui-même dans la chambre haute en bois de cèdre
qui contenait maints objets précieux. Il prit dans ses coffres 12 belles robes, 12 manteaux, autant de tapis, de châles et de tuniques. Il prit 10 lingots d'or, 2 trépieds luisants, 4 chaudrons et une coupe magnifique. Puis il pressa ses fils de charger sur le chariot l'immense rançon d'Hector. À ce moment, la reine Hécube apporta du vin dans une coupe d'or pour faire une libation à Zeus. En réponse, Zeus envoya son aigle, l'oiseau, heureux présage apparut sur la droite. Aussitôt Priam monta sur son char à chevaux et le poussa dans la plaine. Devant lui, un guerrier troyen conduisait le chariot à mules. Quand ils s'arrêtèrent pour faire boire mules et chevaux dans le fleuve, Zeus envoya Hermès, sous les traits d'un jeune prince. Le dieu les conduisit sans que personne les aperçût à la baraque d'Achille. Puis Hermès s'en retourna vers l'Olympe, tandis que Priam entrait dans la maison. Achille était assis avec 2 serviteurs. Priam lui saisit les genoux et lui baisa les mains, ces mains qui avaient tué tant de ses fils. Achille et ses hommes se regardèrent, stupéfaits. Priam se mit alors à supplier Achille. Il rappela au héros le souvenir de son vieux père. Achille, tout ému, écarta doucement le vieillard, puis les 2 hommes éclatèrent en sanglots. Priam, prostré aux pieds d'Achille, pleurait Hector. Achille pleurait tantôt son père et tantôt Patrocle. Quand il eut bien pleuré, Achille prit le vieillard par la main et le releva. « Malheureux, dit-il, que de maux tu as enduré, et quel courage tu as de venir ainsi tout seul au camp des Grecs. Console-toi, je vais te rendre ton fils. » Achille fit enlever du chariot l'immense rançon d'Hector. Il ordonna aux servantes de laver le corps, de l'oindre et de l'envelopper, en plus de la tunique d'une belle pièce de lin. Puis il retourna à sa baraque et dit à Priam : « Ton fils t'est rendu, comme tu le demandais. Il est étendu sur un lit. Quand viendra l'aube, tu le verras en l'emmenant. Pour l'instant, songeons à manger. Plus tard, tu pourras encore pleurer ton fils, lorsque tu l'auras ramené à Troie. » Achille tua ensuite un mouton blanc. Ses hommes l'écorchèrent et le découpèrent. Ils embrochèrent les morceaux et les firent rôtir avec soin. Ils servirent le pain à table, dans de riches corbeilles, et Achille lui-même partagea la viande. Bientôt, Priam dit à Achille : « Donne-moi maintenant un lit, car depuis que mon fils a perdu la vie, je n'ai pas fermé la paupière, et je n'avais pris avant ce repas ni nourriture ni boisson. » Achille ordonna qu'on mît un lit sous le porche, avec des couvertures de pourpre, des tapis par-dessus, et des manteaux épais pour s'envelopper. Les servantes apprêtèrent ce lit à la lueur des torches. « Et maintenant, dit Achille, combien de jours désires-tu pour les funérailles d'Hector ? Je veux, pendant ce temps, arrêter le combat. » « Si tu permets que j'accomplisse les funérailles d'Hector, je t'en serai beaucoup de gré, » lui répondit Priam. « Nous pourrions le pleurer 9 jours. Le 10e, nous l'ensevelirions et ferions le banquet funèbre. Le 11e, nous lui élèverions un tombeau. Et le 12e, nous reprendrons la lutte s'il le faut. »« Il en sera comme tu le désires, lui dit Achille,
en prenant au poignet la main du vieillard. Puis Priam s'étendit pour dormir. Tandis que tous les autres, dieux et hommes, étaient endormis, Hermès vint dire à Priam de se lever et de s'en aller avant l'aube. Priam s'éveilla et fit lever son compagnon. Hermès les conduisit lui-même à travers le camp, puis il les quitta, et ils se dirigèrent vers la ville tandis que l'aurore en robe de safran s'épandait sur toute la terre. Cassandre, fille de Priam, fut la première à reconnaître le vieillard. Elle était montée en haut de la citadelle et de là elle vit son père, debout sur son char, et Hector, étendu sur le lit que portaient les mules. « Troyens et Troyennes, s'écria-t-elle, vous qui naguère avez accueilli Victor revenant vivant du combat, venez le voir maintenant. » Bientôt, il ne resta plus dans la ville ni homme ni femme. Ils sortirent tous pour aller rencontrer près des portes celui qui ramenait le mort. Ils reconduisirent Hector dans son palais et l'y déposèrent sur un lit ajouré. À ses côtés, ils placèrent des chanteurs qui entonnèrent leurs chants funèbres, tandis que les femmes leur répondaient par des sanglots. Puis, ce fut Andromaque qui, aux femmes, donna le signal des plaintes. « Ah, mon époux, tu meurs bien jeune, me laissant veuve en ta maison. Et il est bien petit, notre fils. Je ne crois pas qu'il arrive à l'âge d'homme maintenant que tu es mort, toi le défenseur de la ville. » Et Cube, à son tour, se lamenta sur son fils. Hélène aussi pleura Hector, car il était le seul Troyen, hormis Priam, qui ne lui eût jamais adressé un mot de blâme. Et toute la ville gémissait à leur suite. Puis le vieux Priam donna des ordres à son peuple. Ils attelèrent des mules et des bœufs à des chariots, et pendant 9 jours, ils amenèrent de la montagne une énorme quantité de bois. À l'aube du 10e jour, ils portèrent le corps du vaillant Hector sur le bûcher et y mirent le feu. Le lendemain, le peuple s'assembla à nouveau autour du bûcher. On éteignit avec du vin les dernières flammes, puis les frères d'Hector et ses compagnons recueillirent ses blancs ossements, les déposèrent dans un coffret d'or, qu'ils recouvrirent de voiles de pourpre. Ils déposèrent tout cela dans une fosse profonde, qu'ils recouvrirent de grosses pierres et surmontèrent d'un tertre. Ils retournèrent ensuite à la ville, où un grand banquet funèbre fut donné dans le palais du roi Priam. Ainsi célébra-t-on les funérailles d'Hector. Fin de la scène 14. Scène 15. La prise de la ville. Nota, ce dernier épisode n'appartient pas à l'Iliade proprement dite, il est adapté de l'Odyssée d'Homère et surtout de l'Énéide de Virgile. Voilà. C'est ce qui est marqué, je vous le dis. Alors, les Grecs construisirent, avec l'aide d'Athéna, un cheval gigantesque en bois de sapin. Ils firent croire que c'était une offrande aux dieux pour leur retour, mais ils cachèrent furtivement, dans les flancs du colosse, l'élite de leurs guerriers en armes. Or, non loin du rivage, en vue de Troie, il y avait une île, du nom de Ténédos. C'est là que les Grecs firent voile. Ils cachèrent leurs vaisseaux sur les plages désertes. Pendant ce temps, les Troyens les croyaient partis et portés par le vent vers Mycène.
À Troie, la joie succéda à l'affliction. Les portes qui avaient été si longtemps fermées s'ouvrirent toutes grandes. Quelle joie de pouvoir errer librement à travers le camp grec, de voir l'emplacement des vaisseaux et le rivage abandonné. Les Troyens restaient stupéfaits à la vue du cheval, dont funeste fait à la déesse Athéna, et admiraient sa taille prodigieuse. C'est alors qu'un homme leur conseilla de l'introduire dans la ville et de le placer dans la citadelle même. Était-ce une trahison? Ou déjà les destinées de Troie s'accomplissaient-elles? Nul ne pourrait le dire. À la nouvelle de ce projet, le prêtre Laocoon accourut, furieux du haut de la citadelle. « Mes pauvres concitoyens !» s'écria-t-il alors qu'il était encore loin. « Quelle folie est la vôtre! Croyez-vous que les ennemis sont réellement partis? Pensez-vous qu'il est prudent d'accepter des Grecs un présent? Ou bien des hommes sont cachés dans ce bois, ou bien c'est une machine de guerre, faite pour épier nos demeures et fondre d'en haut sur la ville. Ou encore il y a là un piège que j'ignore. Défiez-vous de ce cheval, Troyen. » À ces mots, il lança un énorme javelot sur les flancs de la bête. Et si la volonté des dieux n'avait pas été contraire, les Troyens se seraient joints à lui pour saccager le repère des Grecs, et Troie serait debout aujourd'hui encore. Mais les dieux envoyèrent un terrible présage. Comme Laocoon, prêtre de Poséidon, était sur le point d'immoler un taureau au pied des autels, voici qu'arrivèrent de la mer 2 terribles serpents. Se jetant sur Laocoon et ses fils, ils les dévorèrent tous 3. Alors une grande frayeur saisit tous les cœurs. Le bruit courut que Laocoon avait été châtié pour avoir frappé de son javelot le bois sacré. Aussi, tous crièrent qu'il fallait conduire le cheval dans la ville et implorer la protection de la déesse. On fit une brèche dans les remparts. Chacun se mit à l'œuvre. On glissa des roues sous les pieds du cheval. On passa des cordes autour de son cou. Et tandis que garçons et filles chantaient des hymnes sacrés, il s'avançait en glissant jusqu'au centre de la ville. 4 fois il s'arrêta au passage de la brèche, et 4 fois dans ses flancs retentit le bruit des armes. Mais, sans y prendre garde, les Troyens continuèrent. Ils placèrent le monstre fatal dans la citadelle consacrée, tandis que les temples étaient ornés de feuillages de fête. Cependant, la nuit s'élançait de l'océan. Bientôt les Troyens furent plongés dans un profond sommeil. Et déjà l'armée grecque, partie de Ténédos, voguait en bon ordre vers ses rivages familiers. À la vue d'une flamme sur le vaisseau royal, un Grec, qui s'était mêlé aux Troyens, ouvrit le cheval de bois et libéra ses compatriotes cachés à l'intérieur. Ils se précipitèrent dans la ville endormie, massacrèrent les sentinelles et, ouvrant les portes, accueillirent leurs compagnons. Les cris des guerriers et l'accent des clairons s'élevèrent à la fois, et les Grecs portèrent partout dans la ville le fer et le feu. Ainsi tomba cette ville antique, qui avait été pendant de longues années la reine de l'Asie. Et les cadavres de ses enfants jonchaient de toutes parts les rues et les maisons et le seuil même des temples. Fin de la scène 15 et fin donc de l'Iliade. Voilà. Ça se termine par, encore une fois, la guerre. Tout à fait.
Et donc, on a l'histoire évidemment du cheval de Troie, mais apparemment c'est un truc qui normalement est pas dans l'Iliade, mais que là, donc celui qui a fait cette petite traduction, il s'est dit je vais le mettre là quand même, quoi. Il a un peu bidouillé le truc, mais c'est pas grave. Ça reste quand même assez clair, c'était bien. C'était bien. C'est intéressant aussi, parce que je connaissais pas, pour le coup l'Iliade, je connaissais pas du tout. Je voyais pas trop de quoi ça parlait. Et c'est intéressant de voir justement, eh bien, de quoi ça cause. Alors que l'Odyssée, il me semble que je l'avais lu. Je crois que je l'avais lu à l'école. Mais alors, est-ce que je m'en souviens? Pas du tout. Mais l'Odyssée, c'est beaucoup plus connu. Donc forcément, ça va. L'Odyssée, ça va. Peu rapide le passage sur la construction. Dans le film, Hercule soumet l'idée, puis les Grecs désossent des bateaux afin de bâtir. Oui, mais encore une fois, là, à mon avis, la version que j'ai, elle est très allégée, quoi. Je crois qu'il dit pas tout, parce que j'ai téléchargé plusieurs versions, et les autres versions, elles sont quand même vachement plus longues que celles que je viens de lire, donc à mon avis, il a vachement simplifié les choses. Après, pas gênant en soi. Parce que comme voilà. Parce que l'autre version que j'ai trouvée a été très compliquée. Vraiment hyper compliquée. Genre le traducteur, il a traduit vraiment... on respecte. On respecte le matériel de base. C'est un peu chiant. Et aussi, il a dit, est-ce que... Parce que ça... L'histoire du cheval... Et ils en parlent peut-être pas forcément de base dans l'Iliade, c'est peut-être... Justement, ils parlent que c'est dans l'Énéide de Virgile. Peut-être qu'ils en parlent plus dans l'Énéide de Virgile. Je ne sais pas. Attends, c'est quoi l'Énéide de Virgile? Alors Virgile, je sais qui c'est, mais... Il y a une épopée. Ok, mais l'épopée de... Qu'est-ce qu'il raconte dans son épopée? Dans la plupart des versions, oui aussi. C'est vrai, mais là, il est pas allé dans les détails. L'Énéide est une épopée de Virgile, nanana, de même que l'Iliade et l'Odyssée, dont l'Énéide s'inspire, ok. Voilà. Alors, récit des épreuves du Troyen aîné, ancêtre mythique du peuple romain. Ok. Ok, c'est l'histoire d'un monsieur. Ok, non. Et est-ce que dans Wikipédia, il nous parle plus de ce qu'il y a dans l'Iliade? Attendez. Nanananananana. Non, regarde. Il nous dit bien, l'Iliade se termine avec les funérailles d'Hector. Donc de base, il parle pas du cheval de Troie et de la chute. Normalement, ça se termine vraiment au moment où Priam il vient récupérer le corps d'Hector, ils sont en mode on fait la pause. Voilà.